un déplacement surprise pour voir et écouter. Édouard Philippe s'est rendu ce matin à Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre a rencontré différents élus aux avis opposés. Certains veulent un nouvel aéroport, d'autres non. Des consultations sur le terrain avant la prise de décision. Avant la fin du mois de janvier, nous aurons rendu public la décision du gouvernement. C'est une décision difficile à prendre. Il est bien naturel que sur un dossier aussi ancien, nous essayons de prendre en compte l'ensemble des arguments, l'ensemble des éléments techniques. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Elle exige encore quelques consultations. Tout le monde saura le moment où elle est prise, dans quel sens elle ira. Une décision difficile. Et pour cause, il y a la question de l'aéroport, il y a la question de la ZAD. Comment l'évacuer sans que ça dégénère en violence? C'est la question qu'on va se poser avec nos décrypteurs. Esther Benbassa, bonjour, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Paris. Damien Fleureau, rédacteur en chef adjoint au service politique de BFM TV. Et Denis Jacob, bonjour, secrétaire général Alternative Police CFDT. Esther Benbassa, d'abord, avant qu'on parle directement de la ZAD, je voudrais votre sentiment sur cette visite surprise ce matin d'Édouard Philippe. Est-ce que c'est une bonne manière de venir sur le terrain pour apaiser les tensions qu'il y a autour de ce dossier? Déjà hier, il avait vu les responsables du syndicat mixte aéroportuaire la longue concertation du Grand Ouest, qui sont pour la construction d'un aéroport sur le terrain de Notre-Dame-des-Landes. C'est la maire de Nantes ainsi que le monsieur Retailleau, qui est le patron des sénateurs, mais qui était l'ancien président du Pays de Loire. Donc là, il s'est rendu pour voir les autres. Mais c'est bien. Mais je trouve que ce n'est pas mal du tout, puisque vous avez vu que le maire de Notre-Dame-des-Landes, en revanche, qui connaît bien le terrain, est contre la construction d'un aéroport. C'est monsieur Jean-Paul Naud qui a quand même donné son avis sur place, et il a pu voir quand même que ce n'est pas un lieu si dangereux que cela, et qu'il y a des choses à faire et peut-être des décisions intelligentes à prendre sans qu'il y ait débordement dans les deux cas. Moi, je suis bien sûr en tant qu'écologiste contre la construction d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Une décision difficile, vous voyez, acquiescer. Et effectivement, cette décision, elle est ô combien difficile. D'abord, peut-être parce que c'est un dossier, Damien, il faut le rappeler, qui date, il faut juste reprendre quelques dates d'ailleurs pour se souvenir. C'est absolument incroyable d'ailleurs de se dire qu'on a pu traîner aussi longtemps un dossier. 1967, quand on commence à évoquer pour la première fois la construction d'un aéroport sur le site de Notre-Dame-des-Landes. En 1974, il y a la création de la ZAD. En 2008, la déclaration d'utilité publique est signée, donc tout semble se mettre en place. 2010, l'État signe un contrat de construction et de concession avec Vinci. Et puis 2016, il y a cette consultation publique. 55% des personnes qui se prononcent sont en faveur de la construction, mais on le voit bien, cet aéroport, il est toujours pas là, il est toujours pas en construction. Damien, pourquoi est-ce qu'il y a autant de crispation autour de ce dossier-là, d'un point de vue politique? Il y a une petite erreur là, c'est pas 1667, hein. C'est 1967. Ah oui, 1667. Ah ouais, alors effectivement, pas aussi vieux que ça. Non, alors 40 ans, on va rester à 40 ans. 1967, vous faites très bien de corriger. Il n'y avait pas d'avion à cette époque, mais c'est un problème qui est politique, c'est un problème qui est aussi opérationnel. On en parlera tout à l'heure avec cette occupation illégale de ses opposants sur ce secteur. Donc il faut gérer cette donnée avec des forces de l'ordre pour l'évacuation éventuelle de la ZAD. A priori, elle aura lieu quelle que soit la décision. Et puis c'est un problème politique, puisqu'il y a des oppositions politiques. Les écologistes, notamment, ne sont pas favorables à ce projet de nouvel aéroport. Au sein du parti d'Emmanuel Macron, il y a des élus qui sont pour, des élus qui sont contre. Au sein des élus locaux, il y a également aussi des divergences. Ce sujet, il s'est invité dans la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. Il a dû se prononcer sur cette problématique. Mais c'est un cadeau empoisonné, on l'a vu avec cette chronologie qui date bien avant lui. C'est un sujet que François Hollande n'a pas su gérer
pourtant avec un Premier ministre qui était concerné au premier chef, le premier chef du gouvernement de François Hollande, Jean-Marc Ayrault, ancien maire de Nantes. Alors on attendra évidemment la décision du gouvernement pour commenter le choix du gouvernement de construire ou non cet aéroport. Il y a une certitude, le gouvernement l'a dit, il y aura évacuation de la ZAD. D'abord, il faut redessiner peut-être ce qu'est la ZAD aujourd'hui. Oui. La ZAD, aujourd'hui, elle se situe à 25 km au nord-ouest de Nantes, 1650 hectares, a priori 150 personnes qui y vivent parce que les chiffres sont toujours un peu fluctuants, 200 personnes qui la fréquentent régulièrement. Quand vous voyez ce tableau, qu'est-ce que vous vous dites en tant que policier? Est-ce que ça va être facile d'évacuer une zone comme ça avec le passif qu'il y a? Alors déjà, il faut rétablir les choses. La ZAD est en zone rurale, donc elle est sous compétence de la gendarmerie nationale. Mais on sait parfaitement que les manifestations ont toujours eu lieu à Nantes, et là, c'est sous compétence police nationale. Donc il y a une coordination qui est faite de toute façon entre gendarmerie et police nationale, puisque les deux forces sont sous l'égide du ministère de l'Intérieur, et notre intérêt, c'est d'appliquer la loi de la République sans pour autant être confronté à ce qu'on a connu dans le passé en 2012 et en 2014, avec ces affrontements particulièrement violents, et je le rappellerai quand même pour 2014, où 130 CRS, gendarmes mobiles et policiers de sécurité publique de la direction départementale de Nantes ont été blessés. Vous évoquez effectivement, il faut remonter au précédent parce que on l'a peut-être oublié. C'était 2012, vous le disiez, effectivement, tentative d'évacuation, automne 2012, opération César. Il y avait à peu près 2500 forces de l'ordre mobilisées. Face à la violence, on avait dû reculer. Écoutez ce qu'en dit un zadiste aujourd'hui, quelqu'un qui se trouve sur la ZAD, il se remémore très bien les événements de 2012. Il y avait des réactions sur place, sur le terrain, avec des gens sur les routes, des gens dans des cabanes dans les arbres, des gens derrière des barricades, des paysans qui enchaînaient leurs tracteurs autour des maisons, et puis des manifestations partout en France, des mairies occupées, des préfectures occupées, des manifestations sur des places, des parkings Vinci occupés. Donc voilà, il y avait une réaction qui était très belle. Esther Benbassa, est-ce qu'on a les ingrédients pour que se reproduise la même situation? Écoutez, je n'en sais rien. En tout cas, peut-être vos auditeurs ne savent pas que cette zone, aujourd'hui, permet, n'est-ce pas, de garder un équilibre écologique à la région. Parce que c'est une zone humide, où la biodiversité est encore respectée, etc. Parce que c'est pas un terrain neutre. Sinon, on ne se mettrait pas à s'opposer à cet aéroport. Enfin, je voulais quand même le dire. Hein, pour les zadistes, écoutez, on ne sait pas quelle sera la réaction, mais on peut dire, vous l'avez souligné, mais je dirais quand même qu'il y a eu 13 000 à 45 000 personnes qui sont venues soutenir les zadistes lors de l'opération César en 2014. Donc d'abord, premièrement, c'est une zone rurale, donc complexe, avec des bocages, avec des chemins boueux, etc. Donc la police et la gendarmerie ne pourront pas rentrer comme ça du jour au lendemain. Parce que les gens qui sont dans cette zone, les zadistes se prépareront à l'arrivée des gendarmes, etc. On pense qu'il faut mobiliser en 30 et 40 escadrons de gendarmerie, ce qui ferait quelques 2500 personnes. Ensuite, n'oubliez pas qu'il faudrait que les gendarmes et les policiers rentrent dans cette zone avec des véhicules blindés et qu'ils demandent à l'armée de terre des moyens issus du génie. Hein, n'est-ce pas? Donc, on ne peut pas rentrer comme ça, même s'il y a 200 personnes. Quand on vous entend, Esther Benbassa, pardon, mais j'entends aussi les peurs des syndicats et je me dis, ils ont peut-être raison. Oui, nous, l'objectif, c'est, comme je disais tout à l'heure, appliquer la loi de la République. Il y a une zone qui est occupée de manière illégale, on doit la déloger, quelle que sera la décision du gouvernement, et on le fera. Pour autant, on doit s'éviter les affrontements. De part et d'autre, il y a eu des blessés, mais beaucoup chez les policiers. Quand on voit de quelle façon sont équipés les zadistes, mais il y a
il faut pas généraliser. Il y a des manifestants pacifiques, mais il y a aussi notre lot de radicaux, d'ultras, qui s'incorporent là-dedans et qui sont là uniquement pour en découdre avec les forces de l'ordre et tout casser. Mais pas tous, il faut le dire. Parce non, mais c'est pas ce que je dis. Je dis il y a une part des manifestants qui ne sont pas les manifestants pacifiques. On a une bande d'ultras, ils sont identifiés. On l'a vu en 2014, ils sont quand même pas à 10, ils étaient entre 700 et 800, et ils sont venus tout casser à Nantes, y compris incendier le commissariat de police. Donc il faut effectivement mettre les moyens en force mobile de sécurité, que ce soit les gendarmes ou les CRS, et pas forcément les effectifs de sécurité publique qui sont déjà sur le pont quotidiennement pour assurer la sécurité des Nantais, et faire en sorte, dans le nouveau dispositif de maintien de l'ordre qui a été créé il y a quelques mois, puisqu'il y a un nouveau dispositif de maintien de l'ordre qui existe en milieu urbain, qui consiste à être plus en retrait des manifestations pour éviter tout affrontement direct, ça n'empêche pas certains individus d'aller au contact des policiers pour les agresser. Mais pourquoi il y a une paralysie des autorités? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu cette intervention encore? On nous dit qu'elle sera faite, cette intervention, mais on ne sait pas quand. Tout simplement parce qu'il y a un traumatisme dans la classe politique. Et notamment, on parlait des précédents affrontements sur ce site de Notre-Dame-des-Landes. Il y a eu sur le barrage de Sillens, ou ce barrage de Sillens qui n'a pas été fait, il y a eu ce mort, cet opposant à ce projet d'infrastructure lourd aussi, avec des affrontements. Alors, les deux situations ne sont pas forcément comparables, mais personne ne souhaite revivre cela. C'est pour ça qu'il y a ce traumatisme de la classe politique au plus haut niveau de l'État, et qu'on prend des précautions avant d'intervenir. C'est pour ça que on comprend qu'aujourd'hui la décision, elle sera sans doute annoncée avant l'intervention militaire, pour peut-être tenter de déminer et d'apaiser les tensions. Si je peux me permettre, par rapport très rapidement au niveau des manifestants, la grande partie des manifestants sont des manifestants pacifiques. Et dès lors qu'ils se rendent compte qu'il y a des individus qui sont là pour en découdre, pour tout casser, pour agresser les policiers, il y a deux possibilités. Soit ils ont conscience de ce qui se passe et ils restent et ils s'exposent à des dommages collatéraux. C'est ce qui s'est passé antérieurement sur d'autres affaires, soit ils quittent les lieux. Mais à un moment donné, chacun doit aussi assumer sa responsabilité. Est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes radicalisées qui sont sur ce site? Écoutez, en 2000, alors sur le site, non, vous donnez une estimation de personnes qui y sont en permanence, entre 150 et 200, c'est pas pour autant des personnes radicales. Par contre, dans les mouvements de manifestation, en 2014, ils avaient été évalués à Nantes entre 700 et 800. Sans compter les manifestations à travers la France, et notamment à Paris, où là on avait les black blocs et tout le reste qui était là, qui s'était agrégé. Et je citerai quand même cet exemple parce que c'est quand même important, où on a eu un collègue qui a été blessé avec 112 jours d'incapacité totale. Alors, Esther, je voudrais intervenir une seconde. On va prendre les questions de téléspectateurs. Oui, mais il faudrait aussi se dire que la seule solution, ce n'est pas l'évacuation, puisqu'il y a sur place, on oublie de le dire, des agriculteurs qui sont soutenus par les paysans. Les paysans, enfin, il y a une sorte, disons, d'entente à l'amiable entre ces zadistes qu'on montre parfois à la télévision comme des monstres. Non, ce sont aussi des alternatives qui veulent créer une autre société, un autre mode de vie. Il y a des gens qu'on peut laisser sur cette zone. Qu'on peut laisser, mais il faut se dire qu'il y a des terres agricoles qui sont travaillées. Aujourd'hui, l'évacuation n'est pas la seule solution, parce que on peut penser qu'on peut s'inspirer du modèle du Larzac pour permettre une culture durable où il y a le respect de la biodiversité, une agriculture protégée, puisque même Mathieu Orphelin, un écologiste passé chez l'AREM, qui est d'accord avec moi. Dans une tribune cette semaine avec José Bové, qui dit effectivement... Comme d'ailleurs le maire de Notre-Dame-des-Landes. Il ne faut pas faire noir et blanc. Vous voyez, il n'y a pas que la solution de la répression. Essayons d'être sages sur cette question de téléspectateurs, je me permets pour alimenter notre débat. Les téléspectateurs qui nous ont envoyé des questions pendant nos échanges. La première, à combien a été estimé le coût de la fabrication de l'aéroport s'il est bien fait à Notre-Dame-des-Landes? Très précis. Oui, on opte pour le réaménagement de l'aéroport qui est déjà ça, c'est l'agrandissement, l'extension. Et ça coûterait moins 200 à 300, je crois, millions de moins
que la construction La construction du nouvel aéroport, ça avait été chiffré, mais les chiffres ont évolué autour de 550 millions. La non-construction, les pénalités que l'État devrait verser à Vinci s'il n'y a pas de projet sont a priori autour de 350 millions, même si on essaye de regarder au niveau du gouvernement s'il n'y a pas des failles dans ce contrat, on pourrait renégocier. Voilà. Deuxième question de téléspectateur qui nous a été envoyée pendant nos échanges. On va la découvrir. Une question, hop, le temps qu'elle arrive, mais elle va arriver. Voilà. Pourquoi ne pas s'inspirer de l'expérience du Larzac? On en parlait à l'instant, les gens n'ont pas été évacués et ces terres ont été mises en valeur. Notre-Dame-des-Landes peut devenir une fierté plutôt que la honte d'une évacuation violente. Là, je suis tout à fait comme vous aviez parlé du Larzac, je vous donne juste la parole. La peur d'une évacuation violente, elle est véritablement dans la tête aujourd'hui de tous les personnels, gendarmes et policiers. Il y a une vraie crainte. Et des gens sur place. Et des gens sur place, vous avez raison. Une crainte, non, parce que les gendarmes mobiles comme les CRS sont des professionnels du maintien de l'ordre. Donc ils sont aguerris à l'exercice. Oui. Ils font des entraînements réguliers tout au long de l'année. Ce qui me dérange, donc, quand on parle d'évacuation, on l'associe forcément à violente. Mais si on organise cette évacuation correctement, avec les effectifs qu'il suffit, on peut s'éviter la violence. Mais encore faut-il être deux pour qu'il n'y ait pas de violence. Oui, ça c'est une sorte de rêve auquel on voudrait bien croire. Mais on aujourd'hui, espère que ce sera possible. Évidemment, on continue à suivre sur BFM TV ce dossier. Merci à vous, Denis Jacob, merci Esther Benbassa. Merci Damien Fleureau d'avoir été avec nous pour décrypter cette visite surprise ce matin d'Édouard Philippe et ces questions qui se posent évidemment sur l'avenir du site de Notre-Dame-des-Landes.